Bienvenue dans le débat de France 24. C'est peut-être le début d'une nouvelle ère dans la péninsule coréenne. Il est trop tôt pour le dire avec certitude, mais en tout cas les déclarations hier du chef sud-coréen du Bureau de la sécurité nationale ont fait sensation. D'après Séoul, le Nord est prêt à revenir sur ses armes nucléaires. En tout cas, des discussions sur ce point sont déjà envisageables et même envisagées puisqu'une date a été donnée. Ce sera fin avril, très prochainement donc, pour un dialogue intercoréen au sommet. Dialogue qui pourrait même conduire le régime de Pyongyang jusqu'à des discussions avec le grand Satan, les États-Unis. On croit rêver, on se tâte presque pour le croire. Est-ce qu'on exagère? Est-ce qu'on a bien compris? Est-ce qu'on ne cède pas un peu à un excès d'optimisme? Eh bien, pour en parler, j'accueille à mes côtés Marianne Pérondoise. Bonjour, vous êtes chercheuse à l'IRSEM, c'est l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire et experte des questions de sécurité en Asie. Également parmi nous, Théo Clément, doctorant à l'Institut Asie orientale de l'ENS, l'école normale supérieure de Lyon, et vous êtes spécialiste de géopolitique coréenne. Enfin, Dorian Malovic, chef du service Asie à la Croix, vous êtes co-auteur notamment de la Corée du Nord en 100 questions aux éditions Talendier et tout récemment, ça vient de sortir, oui. Le Monde selon Kim Jong-un avec Juliette Morillo, que nos téléspectateurs connaissent bien également, avec ce sous-titre, il y a guerre et paix, point d'interrogation. On y est. Alors d'abord, sur les intentions de la Corée du Nord, pour ce qu'on en sait, ce sont donc des propos rapportés par le conseiller à la sécurité nationale du président sud-coréen au retour d'une visite de 2 jours à Pyongyang au sein d'une délégation sud-coréenne de 10 membres. Il s'est entretenu avec Kim Jong-un, Marianne Pérondoise. C'est ce qu'on en sait. Et c'est tout finalement. C'est le seul élément pour l'heure. Il nous est donné par cette personne. Il y a un accompagnement nord-coréen sous la forme de photos où l'on voit évidemment Kim Jong-un serrant la main de ses invités. Nous avons eu droit à des images du dîner qui a été donné en l'honneur donc de ces invités sud-coréens. Donc on voit aussi un gros effort de mise en scène de la part de la Corée du Nord pour montrer, je dirais, l'importance de ces discussions. Et effectivement, il y a une pour donner corps donc aux propos. Voilà, à la dimension, je dirais, de toutes ces attentions qui sont mises en scène. Et il y a quand même ce communiqué que vous avez donc rappelé, qui indique quand même que la Corée du Nord est prête à négocier, sous certaines conditions cependant, puisque on a beaucoup évoqué le mot dénucléarisation. Attention, la Corée du Nord considère peut-être pouvoir discuter de dénucléarisation dans la mesure où ses intérêts de sécurité sont pris en compte et où des garanties lui sont offertes. Donc quelque part, on est toujours dans cette même posture où au fond la Corée du Nord a toujours souhaité négocier, mais dans un cadre qui protège ses intérêts stratégiques. Sauf ce qu'on avait compris jusqu'à présent, Théo Clément, c'est que la question du nucléaire ne pouvait faire partie des discussions, qu'elle était presque taboue. Est-ce qu'on avait mal compris? Est-ce qu'on a raison aujourd'hui de poser la question en termes de dénucléarisation de la Corée du Nord? Alors je pense que c'est aller un peu loin. Les Nord-Coréens ont clairement expliqué depuis plusieurs années, quasiment une dizaine d'années maintenant, que la question de la bombe atomique et des missiles nord-coréens n'était pas négociable. C'est pourtant ce que dit aujourd'hui ce conseiller à la sécurité nationale, Chung Hui-yong. Alors il est peut-être un peu optimiste ce monsieur, et on le comprend, parce qu'effectivement les avancées qui sont faites sont tout à fait historiques, mais la question de la nucléarisation ne sera posée par la Corée du Nord qu'en échange de garanties de sécurité, comme l'a rappelé Madame Pérondoise. Et ces garanties de sécurité de la part des États-Unis devront être particulièrement importantes pour que les Nord-Coréens reviennent sur un programme nucléaire qui date de plusieurs décennies. Il faut bien comprendre que ce qu'attendent les Nord-Coréens de la part des États-Unis, c'est avant tout un dialogue d'égal à égal, et je doute que Washington, à l'heure actuelle, soit prêt à aller dans cette voie. Dorian Malovic, tous les analyses jusqu'à présent, y compris vous d'ailleurs, excluaient un retour en arrière sur cette question des armes nucléaires par la Corée du Nord. Est-ce toujours votre position aujourd'hui? Je reste sur cette position, comme Théo Clément vient de le dire. Évoquer la dénucléarisation durant ce dîner, c'était important. Tout le monde se demandait si le mot dénucléarisation allait être prononcé, si quelque chose allait être évoqué sur ce sujet. Mais habilement, il a été prononcé. Il y a eu une réponse en disant « Mais après tout, à quoi ça sert d'avoir des missiles si vous me garantissez la sécurité ?» Et garantir la sécurité, ça veut dire quoi? Pour les Nord-Coréens, on peut se dire que ça serait le départ des 30 000 soldats américains de la Corée du Sud. Ça, ce serait probablement la garantie. Ce à quoi les Américains ne seront probablement pas prêts.
à faire dans la logique régionale avec l'alliance japonaise et l'alliance sud-coréenne. Donc on voit bien que finalement les mots ont été prononcés, c'est-à-dire les préalables, gel des missiles, gel d'essais nucléaires et dénucléarisation possible à l'avenir ont été posés. Maintenant, je dirais que habilement Kim Jong-un a envoyé la balle dans le camp américain, qui là se trouve quand même un peu pris dans un certain piège, parce qu'il va falloir qu'il réponde. C'est-à-dire que l'image de la Corée du Nord qui fait des concessions, même verbales, et encore effectivement sujet à interprétation, va donner un peu des sueurs froides à Washington. Et j'ajouterais ce que vous aviez dit, c'est que les États-Unis pas prêts ou pas capables. Je vous rappelle qu'il n'y a pas une équipe américaine qui soit constituée pour commencer un dialogue. Vous avez pas d'ambassadeur américain à Séoul, vous avez un spécialiste, je veux dire, du dossier nord-coréen qui n'est plus là, un Victor Cha qui est parti, un Joseph Yun qui est parti, et donc là il va falloir trouver des éléments solides du côté américain pour négocier, parce que là, la proposition elle est faite. Les États-Unis, en tout cas, ont l'air, si l'on en croit Donald Trump, lui-même, plutôt d'y croire. Écoutez le président américain. Je pense qu'ils sont sincères, mais je pense qu'ils sont sincères aussi à cause des sanctions et de ce que nous faisons concernant la Corée du Nord, notamment l'aide importante que nous avons reçue de la Chine. Alors on va parler des sanctions évidemment et de leurs possibles effets, mais Marianne Pérondoise, ils sont sincères, c'est ce que pensait vraiment Donald Trump, et surtout, est-ce que c'est ce que pense son administration ? Mais je pense que chacun s'emploie, je dirais, à protéger un petit peu son argumentaire. Donc effectivement, Donald Trump, il n'a pas pris l'initiative ces derniers temps. Il a été mis devant le fait accompli lorsqu'il y a eu l'invitation faite à la Corée du Nord de participer aux Jeux Olympiques. Et là, la Corée du Nord, elle garde toujours, si vous voulez, un rythme assez dynamique en avançant dans les propositions. Et visiblement, Donald Trump, il est obligé de suivre. Il ne peut pas être celui qui arrive et qui casse le jeu en montant d'emblée des réticence ou en disant non d'emblée. Il y a une proposition de négociation qui est sur la table. On n'y croyait pas il y a encore très très récemment. Donc Donald Trump est quand même obligé de jouer le jeu en remerciant au passage la Chine, qui n'y est peut-être pas pour grand-chose, parce qu'au fond, tout l'effort revient à la Corée du Sud. Et c'est vrai que cette connivence entre la Corée du Sud, qui est quand même le partenaire majeur des États-Unis en termes de sécurité, on y reviendra, j'imagine, gêne un peu aussi Donald Trump. Donc il est quand même obligé de faire bon visage. C'est l'intérêt, Théo Clément, des Américains d'entrer dans des négociations directes avec la Corée du Nord. La Corée du Nord le demande depuis longtemps, ça. Alors, tout en posant évidemment comme préalable le fait d'exclure toute discussion sur les armes nucléaires. Le préalable posé jusque-là par Washington, c'était d'abord la dénucléarisation. Oui. Ça a longtemps été un dialogue de sourds, chaque côté exigeant des concessions de l'autre bord qui sont de toute façon des concessions inacceptables, ce qui permet finalement de ne pas rentrer vraiment dans les négociations. Et comme l'a expliqué Marianne encore une fois, les États-Unis ont longtemps... Enfin, du moins sur la dernière session diplomatique, les États-Unis ont clairement été derrière la Corée du Sud. Ils ont été mis devant le fait accompli et pour l'instant, chaque côté, la Corée du Nord et les États-Unis sont en train de regarder ce que l'autre camp diplomatique est prêt à négocier. Et ça, pour l'instant, c'est difficile de se positionner là-dessus. Le président sud-coréen, lui en tout cas, Moon Jae-in, met en garde contre un excès d'optimisme. Écoutez-le. Quoi qu'il en soit, ce n'est que le début. Je ne pense pas que nous soyons déjà en position de pouvoir être optimistes. Quoi qu'il arrive, ces discussions intercoréennes, elles ne seront pas suffisantes pour parvenir à la paix, Dorian Malevich ? Mais non, parce que s'il s'agissait seulement des deux Corées, le problème serait réglé depuis longtemps. Mais dans cette région... Vraiment ? S'il n'y avait que les deux pays à discuter, à s'arranger, à trouver un système de fédération, à trouver un système d'alliance, enfin, qui mènerait à une unification sous une forme ou une autre. Le Nord veut vraiment l'unification. Moon Jae-in, lui, a fait campagne sur ce thème. Est-ce que le Nord veut l'unification ? Le discours nord-coréen, c'est
unification depuis toujours. Enfin, je veux dire, c'est quand unification même... ou sanctuarisation du régime? Unification, mais sous ses propres termes à lui, évidemment. Mais de l'autre côté, c'est la même chose. Si vous voulez, vous avez quand même aujourd'hui deux pays, je dirais, tellement différenciés. Mais juste, revenons à cette idée des deux Corées. On répète sans cesse que ce dossier est en jeu avec 6 acteurs. Vous avez 6 acteurs dans cette région. Et là, ce qui se passe là est à prendre. La trêve olympique se prolonge. Il y a les Paralympiques jusqu'au 18 mars. Donc, prenons ce qu'il y a à prendre. Mais le président sud-coréen, mieux que quiconque, sait très bien qu'on n'est pas encore dans un processus de traité de paix. Qu'est-ce qui va se passer concrètement au moment de ces discussions? Simplement, on va peut-être parler ensuite de leur déroulement, mais en tout cas sur les objectifs, parce que c'est vrai que peut-être qu'on s'illusionne sur les souhaits de chacun, mais est-ce que ces discussions, elles sont forcément synonymes de volonté, en tout cas, des deux parties, à terme, de s'unir ou de se réunifier d'une manière ou d'une autre, ou est-ce qu'au contraire, elles ne vont pas, en tout cas du côté des Nord-Coréens, elles n'ont surtout pas pour objectif de créer un accord de paix en bonne et due forme et de sanctuariser le 38e parallèle et donc le régime nord-coréen de fait? Non, moi, je veux pas monopoliser la parole, mais si vous voulez, là, vous êtes dans un scénario de très long terme. Oui. Je veux dire, on n'en est encore qu'aux prémices, comme vient de le dire le président sud-coréen. On est au début d'un chemin, c'est-à-dire qu'on avait tout été gelé l'année dernière. Je vous rappelle qu'on était sur ces plateaux chez vous, en train de dire on est à 2 doigts d'une possible intervention militaire américaine, d'une possible réponse des Nord-Coréens par des missiles nucléaires. Donc on est dans un apaisement extraordinaire. Mais maintenant, chaque jour suffit sa peine. Les téléphones vont vraiment fonctionner entre Pyongyang, Séoul, Washington. Il y a de la défiance du côté américain. Vous avez déjà les services de renseignement américains qui disent « nous n'avons jamais pu faire confiance au Nord ». Les accords passés ont été trahis, etc. Donc, renouer tout cela, ça va prendre du temps jusqu'au sommet fin avril. Donc, il y a le temps. Marianne Perrondoise, qu'est-ce qui a joué dans le changement de position nord-coréen? D'abord, est-ce qu'il y a changement de position ou est-ce que ce qui se passe aujourd'hui est le fruit d'une longue stratégie mûrie de longue date de se doter de l'arme nucléaire pour ensuite pouvoir négocier à ces conditions? Ou bien est-ce que c'est la stratégie extrêmement ferme de Donald Trump et peut-être aussi les sanctions qui ont effrayé et affaibli les Nord-Coréens? Je pense qu'il y a quand même une continuité dans la réflexion du côté nord-coréen concernant de toute façon le développement jusqu'au bout, jusqu'à être crédible de ce fameux programme donc balistique et nucléaire. Et on a vu d'ailleurs tout un ensemble de séquences de tirs qui allaient dans ce sens durant l'année 2017. Donc on peut estimer que finalement, rassuré sur la maîtrise de ses capacités, Kim Jong-un s'estime en situation de pouvoir dialoguer. Et il a la chance, au fond, d'avoir en face de lui un président sud-coréen qui a quand même construit toute sa campagne d'élection sur le thème du rapprochement, pour effectivement mettre peut-être un terme à une situation de refroidissement implicite entre les deux Corées qui durait quand même depuis 10 ans et où on sentait bien la Corée du Sud très en face avec des gouvernements conservateurs, avec l'administration américaine qui, à ce moment-là, effectivement, avait une position très dure et exigeait des préalables qui ne paraissait pas acceptable par la Corée du Nord, c'est-à-dire la dénucléarisation. Alors c'est vrai qu'il y a eu, on pense aux sanctions et à l'impact implicite des sanctions. Il est certain que dans le cadre de ces négociations qui vont s'engager, dans un premier temps entre les deux Corées, la Corée du Nord peut envisager certains avantages très très précis, mais qui ne pourront pas aller très loin en matière d'ouverture économique. Mais enfin, il y aura peut-être une reprise des échanges. La menace militaire brandie par Donald Trump, je pense que effectivement, ça a été un argument de la part du président Trump pour pousser au maximum cette pression. Et sans doute que le leader nord-coréen a quand même estimé qu'il était quand même en position de faiblesse et que si effectivement cet imprévisible président américain prenait l'initiative d'une option, ça en serait fini du régime parce que finalement il essuierait quand même des pertes assez irrémédiables. Et donc il n'a pas voulu, je dirais,
miser sur l'irrationalité de Donald Trump et tester l'irrationalité de Donald Trump. Donc finalement, il est très à froid, il est très rationnel, il est très habile et il joue sur tout un ensemble tout un contexte, je dirais, politico-stratégique qui sert sa vision de long terme. En tout cas, si l'on en croit l'ancien gouverneur du Nouveau-Mexique, ancien ambassadeur aussi à l'ONU et bon connaisseur lui aussi de la Corée, Bill Richardson, eh bien, ces sanctions ont produit leur effet et c'est un démocrate qui le dit, non pas un proche de Donald Trump. Écoutez-le. Ces sanctions que l'administration Trump a mises en place sont les plus dures. Elles touchent le domaine du pétrole, de l'énergie, de l'alimentation, sanctionnent les travailleurs nord-coréens. Je pense qu'elles étouffent les Nord-Coréens et mettent le régime sous pression. Théo Clément, quel est l'effet de ces sanctions ? Dans quelle situation est aujourd'hui la Corée du Nord ? Alors, les dernières nouvelles qui nous parviennent de Corée du Nord laissent plutôt penser que ces sanctions n'ont absolument aucun impact sur l'économie nord-coréenne, qui est une économie extrêmement autocentrée, fortement résiliente et qui bénéficie surtout de protecteurs que sont la Chine et la Russie, qui n'appliquent ces sanctions que de manière extrêmement laxiste. C'est toujours vrai dans le cas aujourd'hui de la Chine ? A priori, c'est toujours vrai dans le cas de la Chine, même si la Chine essaie de louvoyer un peu pour ne pas se mettre à dos les États-Unis. Et d'ailleurs, apparemment, d'après ce qu'a pu expliquer Donald Trump, comme vous l'avez montré, ça a plutôt l'air de marcher. La théorie qui voudrait que les sanctions sont responsables du changement, s'il y a changement véritablement d'attitude de la part de la Corée du Nord, personnellement, j'y crois pas, pour la simple et bonne raison que ce que les Nord-Coréens ont mis en place, c'est une séquence militaire et diplomatique qui est beaucoup trop maîtrisée pour être le fait d'un changement de cap soudain. Sous pression des sanctions. Non, c'est votre avis aussi, Dorian Malovic. Absolument. Quels sont les échos que vous avez, vous, de Corée du Nord sur l'impact de ces sanctions et notamment sur le pétrole qui était quand même un peu le nerf de la guerre et dont on dit que voilà, les livraisons en provenance de Chine notamment ont totalement cessé. C'est vrai, mais je suis absolument d'accord avec Théo Clément. Il connaît très bien la zone, il connaît très bien le Nord, la frontière est très poreuse. Vous avez maintenant la Russie qui s'est substituée en partie aux fournitures de pétrole chinois. Qui par transfert de donc cargo, la Chine a joué contre le Conseil de sécurité dont elle a voté les résolutions. La Russie, a voté contre le Conseil de sécurité dont elle a voté les résolutions. Comme la Chine qui a voté toutes les résolutions. Ils ont tous les deux voté toutes les résolutions en négociant à chaque fois. Si vous lisez toutes les résolutions, vous aviez toujours virgule, sauf en cas de virgule, mais on continue. Et vous aviez toujours ces petites facilités, mais la Chine n'a pas coupé le pétrole. Elle a certes moins acheté de charbon, mais comme disait Théo Clément, l'économie nord-coréenne, je dirais, s'autosuffit presque. Mais elle fabrique encore quand même beaucoup d'alimentation, de vêtements, et elle travaille à minima. Elle n'a pas besoin des mêmes énergies que nos sociétés occidentales, par exemple. Donc, c'est vrai que la situation sur... Moi, je dirais que je suis assez d'accord sur le fait qu'il y a un plan qui est quand même... Attendez, il ne pense qu'à ça, sur le nucléaire, sur Et on évoquera cette stratégie dans un instant. Dans la deuxième partie de notre débat, je vous interromps parce qu'on arrive au terme de cette première partie. Restez avec nous, retour dans un instant. Deuxième partie du débat de France 24 consacrée donc à la détente sur la péninsule coréenne. Faut-il croire les possibles négociations de paix ? À quoi peuvent-elles conduire ? Et surtout à une dénucléarisation de la Corée du Nord, comme l'a dit hier le conseiller à la sécurité nationale du président sud-coréen de retour de Pyongyang. À mes côtés pour en parler, Marianne Perrondoise, chercheur à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, l'IRSEM, expert des questions de sécurité en Asie. Théo Clément, doctorant à l'Institut d'Asie orientale de l'École normale supérieure de Lyon et spécialiste de géopolitique coréenne, et Dorian Malovic, chef du service Asie à la Croix, co-auteur notamment de La Corée du Nord en 100 questions aux éditions Talendier. Et là, ça vient de sortir du Monde selon Kim Jong-un, guerre ou paix. C'est coécrit avec Juliette Morillo. Merci à nouveau à vous quatre d'avoir accepté de bien vouloir débattre avec nous. Alors on va évoquer évidemment ce débat, ces discussions intercoréennes qui doivent se tenir donc fin avril sur les modalités, le processus de détente. Les deux pays ont également décidé d'ouvrir une ligne de communication d'urgence entre leurs dirigeants. Ça veut dire, Marianne Perrondoise, qu'ils ne se
parlaient pas jusque-là, il n'y avait aucun contact? Il n'y avait pas de contact, effectivement, au niveau des dirigeants. C'est-à-dire que pendant longtemps, il y a eu à Panmunjom, vous savez, le village à la frontière qui sépare les deux Corées, on appelle la DMZ, la démilitarisée, voilà. supposée démilitarisée. Il y avait donc le dialogue des généraux et effectivement, ceux-ci se réunissaient plus ou moins régulièrement, mais il y avait une ligne téléphonique qui permettait au moins sur le plan militaire de réagir éventuellement. Cette ligne téléphonique d'ailleurs avait été suspendue. Donc ce que l'on voit avec l'instauration d'un contact direct entre les deux chefs d'État, c'est vraiment une normalisation qui se manifeste et qui reconnaît d'ailleurs une stature d'homme d'État à Kim Jong-un, parce que ce qu'il met en scène depuis le début, c'est ça. Lorsque il reçoit, comme tout homme d'État, une délégation officielle, il le fait dans un cadre choisi. Il y a son épouse d'ailleurs qui a été très très visible. Là aussi, il faut quand même y voir un souci de détail. Il y a les photos officielles et on met en place finalement tout un processus où il se positionne de plus en plus et où effectivement la Corée du Sud lui donne l'occasion d'exprimer une stature d'homme très très réfléchi. Il y a donc l'instauration de cette ligne et un calendrier qui est défini, puisqu'on sait dès maintenant que la rencontre elle va avoir lieu à la fin du mois d'avril. Donc finalement le contenu. Alors, ils vont s'appeler avant, ça veut dire qu'ils ne se rencontreront pas directement. Non, je pense que ça se fera par l'intermédiaire d'envoyés spéciaux, peut-être le ministre de l'unification de part et d'autre. C'est ambigu parce que, excuse-moi, oui. c'est ambigu parce que les dépêches disaient ils s'appelleront juste avant et après on dit ils se rencontreront au point où Kim Jong-un ira à la Peace House. Ce serait une première. Il y a eu des rencontres dans le passé. Non mais il y en a eu deux sommets en 2000 et 2007, mais à Pyongyang, entre les dirigeants. C'est la Corée du Sud qui se déplaçait en Corée du Nord. Et là, ce serait une première. Et là, ce qui est prévu, c'est que sur cette DMZ, vous savez, elle est coupée en deux. Vous avez un côté 2 km nord-coréen et de l'autre côté 2 km sud-coréen. Et ça se passerait de part et d'autre du 38e parallèle. Voilà. Donc, hein. Et là, ça se passerait dans la Maison de la Paix du côté sud-coréen, ce qui serait le premier leader nord-coréen à mettre les pieds en Corée du Sud depuis la guerre. Donc ce serait aussi un geste. De la part de deux pays qui ne se reconnaissent pas aujourd'hui. Enfin, qui sont techniquement en guerre. Oui, ils se connaissent, parce c'est un armistice à l'ONU, mais ils se l'occasion de signer un vrai traité de paix en bonne et due forme. Alors, le traité de paix ne sera pas signé entre les deux, puisque c'est comme avec l'ONU et les Américains. Parce que l'armistice n'a pas été signé entre les deux, entre les deux pays. Hein, c'était avec l'ONU et les États-Unis. Donc, vous voyez, on en est loin. Et le sommet fin avril, c'est assez prudent des deux côtés, parce qu'ils savent très bien, il y a des choses à régler d'ici là. Et c'est-à-dire notamment la réponse américaine, il va falloir demander aux Américains soit de diminuer l'ampleur des manœuvres militaires américano-sud-coréennes d'ici là, soit de les annuler, ce qui semblerait beaucoup plus compliqué, mais tout ça va se négocier, et il y a beaucoup de choses à négocier. Théo Clément, justement pour gage de bonne conduite et de bonnes intentions, la Corée du Nord s'est engagée à ne pas procéder à des essais balistiques ou nucléaires. Toujours selon, bien sûr, la Corée du Sud et dans des propos rapportés par la Corée du Sud. Est-ce la fin aussi, du coup, des manœuvres militaires conjointes qu'évoquait Dorian Malovic entre Américains et Sud-Coréens? Alors, pour l'instant, c'est pas sur la table encore. Ça pourrait l'être à terme. Kim Jong-un a expliqué, d'ailleurs, c'était assez surprenant, qu'il était assez flexible sur la question et que si, pour les manœuvres militaires américano-sud-coréennes pour le mois d'avril, qui sont prévues pour le mois d'avril, qu'elle se passe ou qu'elle ne se passe pas, ça ne changerait pas vraiment sa volonté de mener des négociations. Par contre, à terme, dans les garanties de sécurité qui pourraient faire contrepoids une éventuelle dénucléarisation du Nord, c'est sûr que la Corée du Nord demandera non seulement l'arrêt des manœuvres militaires conjointes au Sud, mais aussi très certainement l'évacuation des troupes américaines de Corée du Sud. Que prévoit le calendrier d'ici fin avril? Il y a des manœuvres prévues, justement? Non. Il y a des manœuvres américano-sud-coréennes. Oui, mais la date vu que ces manœuvres devaient se dérouler en mars, mais qu'elles ont été repoussées à cause des Jeux Olympiques, c'est après les Paralympiques le 18 mars que sera fixée une date. Oui. Et on imagine qu'opportunément, on ne va pas la fixer avant fin avril. Ou alors ce serait le signe que les Américains sont prêts définitivement à tout faire capoter. C'est là où, justement, en fonction de négociations en coulisses, vous imaginez bien que là, il y a quand même beaucoup de rencontres, beaucoup de discussions. Il va falloir faire un débriefing par les Sud-Coréens à Washington. Parce que là, les Américains disent, on attend des précisions, les détails, des rencontres. Vous voyez bien quand même que il faut rendre compte aux Américains que
On a vu la réaction japonaise, par exemple, qui là s'est retrouvée un petit peu pris à contre-pied, si oui, parce que c'est un acteur dont on n'a pas parlé encore, le Japon, bien sûr. Par rapport à la position américaine, donc les Japonais disaient non, on ne va pas pouvoir faire confiance, il faut attendre, il faut vérifier. Voilà le message japonais aujourd'hui. Donc... Oui, parce qu'ils ne sont pas sur la ligne de Moon Jae-in, les Japonais. Hein. Enfin, en tout cas, le gouvernement japonais, lui, se ligne beaucoup plus. Il cherche un parapluie. Remilitarisation de toute la zone japonaise. Ils sont dans l'alliance avec les États-Unis et ils sont sur intraitables avec les Nord-Coréens. Moon Jae-in, il a les moyens, le président sud-coréen, donc qui a fait campagne, qui s'est fait élire sur, c'est peut-être pas la motivation des électeurs, mais en tout cas c'était l'une de ses propositions, la volonté d'un rapprochement avec le Nord et la fin en tout cas de cette période d'hostilité. Est-ce qu'il a les moyens de se cabrer face aux États-Unis et face à Donald Trump ? Non, certainement pas, et d'où son langage assez nuancé et ses avancées très très prudentes. Il est depuis le début, de toute façon, on l'a vu d'ailleurs au moment des Jeux Olympiques, écartelé entre le souci de ne pas précisément fragiliser l'alliance, qui pourrait être aussi le dessein plus ou moins de Kim Jong-un du côté nord-coréen. Cette garantie de sécurité, la présence de plus de 20 000 soldats américains avec tout l'arsenal qui est déployé, c'est une garantie physique visible, parce que c'est vrai que la défense sud-coréenne ne se sent pas suffisamment solide en cas de crise pour faire face à une éventuelle menace nord-coréenne. Donc cette garantie de sécurité, même si elle se négocie, on voit une évolution, on projette une évolution très très, je dirais, progressive s'il y a une éventuelle réduction. Mais comme il n'est pas maître de ses décisions totalement. Pourtant, sur le bouclier antimissile, on a bien senti quand même de grosses réticences côté sud-coréen. Il y avait de grosses réticences et finalement, il s'est rangé à l'idée de maintenir le déploiement de ce bouclier. Il a fait face aussi à des pressions chinoises, on l'a vu. Et il a dû d'ailleurs donner des garanties à la Chine que ce système de défense antimissile n'était pas dirigé contre elle. Donc, vous voyez qu'il est très prudent, y compris dans sa relation avec la Chine, car il sait que c'est un partenaire important, et à un moment ou à un autre, d'ailleurs, la Chine devra se joindre au dialogue, de la même façon que le Japon souhaitera être consulté, ou du moins être informé et avoir une partie un petit peu plus active. Oui, c'est quelque chose qui est difficile à imaginer d'un point de vue occidental, mais la Corée du Sud est évidemment un pays qui est parfaitement indépendant sur le... Qu'on voit comme occidental, presque. En tout cas, politiquement. Oui, exactement. Mais il faut bien comprendre que les Sud-Coréens ont des comptes à rendre à Washington. Les deux envoyés spéciaux de Moon Jae-in à Pyongyang ont rencontré Kim Jong-un, ont rencontré sa femme, sa fille, sa sœur. Sa sœur, oui. Ils sont rentrés expliquer, faire un compte-rendu de leur mission à Séoul, et quelques heures après, ils ont pris l'avion pour Washington, pour essayer de calmer le jeu avec les États-Unis, d'expliquer... Il y a une véritable tutelle politique qui s'exerce de la part des États-Unis. Politique, je sais pas. Il faut pas rentrer dans le discours du Nord qui consiste à dire que la Corée du Sud la partie sud de la Corée, est un pays occupé par les États-Unis. Par contre, d'un point de vue politique, la Corée du Sud est un pays indépendant. Par contre, il y a une véritable tutelle qui est une tutelle d'une alliance, une tutelle militaire. Les Sud-Coréens sont pas du tout indépendants du point de vue des questions de sécurité et de défense. Il faut ajouter que le contrôle opérationnel des troupes sud-coréennes en temps de crise revient toujours aux Américains. Et c'est un enjeu d'ailleurs de la part de la Corée du Sud que d'être suffisamment forte, enfin de le sentir en tant que tel, que d'obtenir, je dirais, ce contrôle opérationnel de ses propres troupes. Il y a une volonté d'émancipation, c'est important de le dire, du côté de la population. Il y a un peu contradiction par rapport à ça, parce que les Américains l'avaient déjà proposé aux Sud-Coréens de reprendre la tête, le commandement des forces armées en Corée du Sud, en cas de conflit. Et les Sud-Coréens avaient décliné, ne se sentaient pas tout à fait prêts non plus à prendre cette direction militaire, alors que là, visiblement, et ils se sont beaucoup un changement au moment de l'élection de Donald Trump d'un désengagement américain, d'ailleurs, puisque c'était ça au début qu'on imaginait impossible, des engagements américains dans cette région du monde, non? Oui, alors là, je pense que moi, de mon point de vue, les Sud-Coréens ou les Japonais n'ont jamais cru à un désengagement militaire, simplement Donald Trump... Ce n'est pas la volonté de Shinzo Abe d'être rassuré en se rendant à la Trump Tower à peine Trump élu, et ensuite premier chef d'État étranger reçu à la Maison-Blanche? C'est vrai, mais cette alliance avec les Japonais, elle est une des plus fortes et plus importantes alliances étrangères que les États-Unis ont à l'étranger. Donc, il n'y a jamais eu de doute là-dessus, Théo Clément? C'était quand Shinzo Abe s'est rendu à la Trump Tower et quand les Sud-Coréens ont véritablement eu peur pour leur alliance avec les Américains. C'était à l'époque encore où la parole de Donald Trump avait un quelconque crédit. Aujourd'hui, on se retrouve avec quelqu'un qui confond le Nord et le Sud, qui
clairement ne maîtrise pas la question. Et vous dites c'est presque préférable donc pour ces pays qui se reposent sur le deep state, c'est-à-dire les relations historiques finalement qu'ils ont eues avec les États-Unis, indépendamment de ce président de circonstance. Je pense que vous avez une partie des administrations qui s'inquiètent de voir un président partir un peu dans tous les sens, et une autre partie de l'administration qui est assez rassurée finalement en se disant que bon, c'est un peu 4 ans pour rien. On a pas garder le contrôle sur l'appareil. Exactement. Oui, mais enfin, rappelez-vous aussi que le candidat Trump avait parlé de nucléarisation éventuelle, en conseillant d'ailleurs à ses alliés sud-coréens et japonais, s'ils souhaitaient avoir des moyens efficaces de contrer la menace nord-coréenne, eh bien de ne pas hésiter eux-mêmes à se nucléariser. Ce qui, à juste titre, pouvait vraiment inquiéter le Japon de Shinzo Abe, qui lui aussi a quand même toujours une constitution pacifiste et qui n'a pas les coups des franches quand il s'agit de prendre des options militaires, je dirais, offensives. Mais qui souhaite revenir sur le pacifisme d'ailleurs, au prétexte d'ailleurs de la crise de la péninsule. C'est pour ça que la Corée du Nord, elle sert à tout le monde dans la région pour des raisons différentes. Le Shinzo Abe, Premier ministre, est allé là-bas aux États-Unis, évidemment. Premier ministre japonais. Donald Trump a d'abord dit « je me retire du TPP », c'est-à-dire du traité transpacifique, et que ça effondrait... C'était la période du désengagement américain. Ce grand projet dont les Japonais étaient quand même l'architecte en chef, et donc du coup là... Le pivot américain. Mais demain, ce traité va être signé avec 11 partenaires, sans les Américains. Mais c'était une question de financement. Trump avait dit « nous payons des milliards de dollars depuis des années pour garantir la sécurité de ses alliés japonais et sud-coréens. Maintenant, il va falloir régler les choses. » Ça fait partie aussi C'est réglé maintenant. C'est quelque chose d'acté. La présence américaine, elle est sanctuarisée. Elle est là, elle est là pour ne pas bouger. Enfin, sinon, ça voudrait dire qu'il partirait de Corée du Sud. Mais ça veut dire que derrière, quand même, le grand danger, c'est la Chine. C'est ce qu'on oublie parfois. Mais je pense aussi qu'on peut dire qu'il y a peut-être un plan de réduction flexible qui pourrait être mis en place. C'est-à-dire que si les troupes sont réduites en Corée du Sud, elles seront augmentées au Japon, elles seront augmentées à Guam ou à Okinawa. Il faut bien voir la carte globale du déploiement militaire des États-Unis en Asie. Donc il ne faut pas que ce soit un préalable ou quelque chose qui fasse peur. Ça peut se négocier et peut-être que Trump y songe finalement. Symboliquement, ça serait intéressant, et ça sera intéressant de voir quels vont être les moyens utilisés de part et d'autre dans une vraie volonté d'engager un dialogue, de voir comment ils vont se sortir de ce bourbier, parce que de tous les côtés, tout le monde est pris dans un piège depuis tellement d'années. On a intérêt à maintenir les 30 000 hommes, c'est ça, quelques 38 000 hommes en Corée du Sud, mais 50 000 au Japon. Mais pour les Américains, oui, c'est la barrière pour contenir l'avancée et la puissance militaire chinoise. La Chine, justement, elle se réjouit aujourd'hui de voir le dialogue reprendre. Écoutez, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Nous affirmons notre soutien à la Corée du Sud et à la Corée du Nord dans leur volonté de profiter des Jeux Olympiques de Pyeongchang comme une occasion d'engager une série d'échanges et d'interactions. Nous sommes également heureux d'en voir les résultats positifs. Voilà la Chine qui, à son tour, tire un peu la couverture à elle. Y est-elle pour quelque chose dans ce rapprochement? Alors, elle y est pour absolument rien. Les Chinois louvoient depuis des années en essayant de ne pas s'aliéner trop la Corée du Nord, même si clairement les relations sont devenues très mauvaises, ne pas trop s'aliéner la Corée du Sud, ne pas trop s'aliéner les États-Unis, et c'est plutôt une puissance conservatrice sur la question du nucléaire nord-coréen. Elle essaie de maintenir un statu quo tout en essayant de montrer qu'elle essaie de favoriser une dénucléarisation nord-coréenne. Clairement, sur la dernière séquence diplomatique, les Chinois, comme les Américains, sont complètement mis de côté. C'est un dialogue nord-sud. Vous dites que les relations sont très mauvaises, et pourtant, vous nous avez dit tout à l'heure, la Chine n'a pas complètement joué le jeu des sanctions non plus. Ça n'empêche pas. C'est justement parce que les relations sont très mauvaises que si vraiment la Chine avait voulu mettre en œuvre les sanctions, elle aurait pu le faire, mais ça aurait été vraiment très contre-productif. Ou l'inverse. Voilà. Elle n'aurait pas voté les sanctions, par exemple. Si on était sur une relation tellement proche, enfin, je veux dire, comme on a l'habitude de le dire, en disant, on a voulu dévier, Trump a dit, c'est la Chine, c'est la solution, l'ONU dit, c'est la Chine, le Quai d'Orsay France dit, c'est la Chine qui peut régler, ce qui est totalement une illusion. C'est-à-dire, on se fait des idées sur le rôle, le pouvoir de la Chine, l'emprise de la Chine sur la Corée du Nord. Elle est pratique, on se dit, c'est la Chine qui, mais c'est-à-dire, ça cache l'impuissance de toutes les puissances régionales à régler le problème.
Oui, et la capacité de résilience du régime nord-coréen, puisque ça fait quand même un moment qu'on prédit son effondrement. Oui. Finalement, les sanctions avaient cette fonction, et on voit que finalement, ça n'est pas le cas. Et la Chine, de toute façon, ne voulait pas être accusée, éventuellement, d'avoir provoqué l'effondrement de ce régime qui lui est bien utile. Elle ne veut pas de chaos à sa porte, on le sait. Et la Russie aussi, objectivement, est l'allié de la Corée du Nord, donc elle vote les sanctions, les applique plus ou moins bien. Si je me souviens de restrictions concernant les travailleurs étrangers, le fait que la Russie continue à livrer du pétrole, donc elle aussi finalement, elle Donc quel interprète les but? sanctions. Parce qu'elle a vraiment un intérêt en Corée du Nord ou juste pour embêter les États-Unis? Je pense qu'il y a une proximité idéologique, effectivement, avec le souci de ne pas favoriser les États-Unis. Donc chacun travaille selon ses C'est une monnaie d'échange diplomatique, ses finalement. priorités diplomatiques. Oui, pardon. Voilà, avec un pouvoir de nuisance qui peut être utilisé si on veut, par exemple, négocier quelque chose sur la Syrie ou sur d'autres dossiers. Il faut voir comment ça se passe au sein du Conseil de sécurité quand il s'agit de voter les sanctions. Chacun a des On positions. n'a pas intérêt, côté dures. russe, à devancer les desiderata américaines et européennes. Non, finalement. Je rappellerai pour les téléspectateurs qu'il y a une petite frontière de 20 km entre la Corée du Nord et la Russie, tout en haut, là-haut, et que il y a finalement, des échanges. pour la Russie, tout simplement, d'avoir des troupes américaines, comme pour les Chinois, à la frontière, avec ce que ça implique de radars, de missiles ou autres, c'est pas acceptable non plus. Ils ont leur flotte. Les Russes ont Vladivostok, pas très loin. Oui. Bon, c'est une puissance militaire. Donc pas la si réunification, forte que ça, c'est pas non plus un souhait russe, hein, on l'a bien compris. mais Ça c'est dépend sous quel terme. Ça dépend oui. encore, oui, Ah, mais voilà. on a bien compris. On n'imagine Absolument. pas les Américains accepter une péninsule 100% nord-coréenne. Ah non, non. non plus. Jusqu'à quel point la Chine, elle a intérêt à un véritable rapprochement? Est-ce que la Chine a véritablement intérêt à un rapprochement? Je ne suis pas sûr. La Chine a intérêt à plutôt un statu quo, une dénucléarisation progressive de la Corée du Nord, une certaine stabilité. Elle a intérêt à développer encourager une certaine réforme économique en Corée du Nord pour stabiliser l'ensemble. La dénucléarisation, c'est un intérêt chinois quand même? La dénucléarisation, clairement, les Chinois insistent pour que la Corée du Nord... Pourquoi? Parce qu'ils ont peur d'un usage justement de l'arme nucléaire dans cette région Je du ne pense monde? pas qu'ils aient peur d'un usage, parce que la Corée du Nord a clairement aucun intérêt à avoir une conception offensive de l'arme atomique, de s'en servir. Par contre, elle a peur d'une nucléarisation en cascade de la Corée du Sud. Une prolifération dans la région. Du Japon, je pense. Ou plus clairement, d'une attaque américaine sur la Corée du Nord qui aurait des effets qui seraient catastrophiques Oui. sur l'ensemble de la région et surtout sur la Chine. Un Xi Jinping, président à vie, au terme de la réunion actuelle de l'Assemblée populaire de Chine. Quel est son pouvoir réel finalement sur cette région du monde? Pas grand-chose, c'est ce que vous nous dites au regard de ce qui se passe en ce moment? Je veux dire, il a un pouvoir, mais il est là pour le moment. Il est d'une priorité. grande passivité. Oui, effectivement, C'est c'est pas sa pas une de ses priorité, grandes priorités. Pour lui, la Corée du Nord. quand même, la solution, de son point de vue, ce sont les Américains. Hein, c'est pas lui, c'est pas la Chine. Lui, il veut maintenir les intérêts économiques avec la Corée du Sud. Ça, c'est quand même très important. Et la Chine a des leviers contre la Corée du Sud. La Corée du Sud se retrouve quand même prise dans cette stratégie, un peu au piège entre ménager l'économie avec la Chine, réchauffer avec le Nord et conforter l'alliance militaire avec les États-Unis. Donc vous voyez, c'est un dilemme pour chacun de ces pays. Et ce qu'il faut voir, c'est que dans l'immédiat, on assiste à une réduction des tensions. Donc la Chine ne peut qu'en profiter et souhaiter, au fond, qu'un dialogue se mette en place, que éventuellement il s'éternise, parce que je pense qu'effectivement, on va assister à plusieurs séquences où il n'y aura rien de très décisif qui va être mis en avant. Chacun va gagner du temps et au fond, on aura mis entre parenthèses l'option militaire de Donald Trump et un certain nombre de scénarios assez catastrophiques. Donc la Chine est plutôt contente. Le régime nord-coréen, jusqu'à quel point va-t-il pouvoir faire semblant, d'une certaine manière, d'être prêt à renoncer à l'assurance vie que lui procure aujourd'hui l'arme nucléaire, en rentrant dans des négociations? Il y a bien un moment où les masques vont tomber, non? Vraisemblablement, si les Nord-Coréens réussissent à comprendre que de l'autre côté sud-coréen, mais aussi et surtout côté américain, il y a une véritable envie d'apaisement et que les Américains sont prêts à faire des concessions véritables, donner des garanties. Oui, mais quelle pourrait être la forme de garantie qui sanctuariserait définitivement le régime nord-coréen? Alors, étant donné que les Nord-Coréens viennent de finir une séquence diplomatique qui est vraiment parfaite, ils sont en position de force pour négocier. Et
connaissant les Nord-Coréens, à mon avis, ils vont demander des garanties extrêmement fortes. Retrait des troupes américaines du Sud, vraisemblablement un rapprochement politique avec la Corée du Sud. Autant de garanties qui ne sont pas irréversibles. Or, c'est l'irréversibilité que cherche la Corée du Nord aujourd'hui. À mon avis, ils vont surtout chercher à demander des garanties qui ne sont pas acceptables pour les États-Unis, pour mettre les États-Unis en position de fauteur de troubles. Ça va être très compliqué d'arriver à des compromis qui pourraient satisfaire les deux parties. C'est-à-dire qu'il faut quand même se dire que le nucléaire est inscrit dans la constitution nord-coréenne. Donc, il peut dire aujourd'hui, je suis prêt à... Si. Ce serait un gel du programme, comme c'est le cas en Iran, par exemple, au seuil de l'enrichissement, à 20%. Plus acceptable, même de part et d'autre, on pourrait dire. Oui, mais on va arriver à quelque chose qui, là non plus, ne serait pas irréversible, finalement. On va le contrôler, ce nucléaire, on va peut-être l'encadrer. C'est-à-dire que c'est ce à quoi on va pouvoir arriver, probablement. Parce que le monde extérieur veut aussi des garanties sur le nucléaire nord-coréen, par exemple. Au cas où on arriverait... Enfin, là, on est un peu dans la fiction, mais on peut envisager beaucoup de scénarios. Je pense qu'au bout de 40 minutes de débat, on peut se permettre d'essayer de voir un petit peu la suite. Hein, mais c'est compliqué de dire il se passera ça ou il se passera ça, parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Théo Clément le dit. Enfin, je veux dire, on baisse les manœuvres, on les arrête, on les repousse, chacun fait un petit pas. Mais là, on va pas rentrer dans un débat sur la dénucléarisation. Oui, on a bien compris que c'était pas pour fin avril. Non, mais on en est vraiment encore très loin. Et mettre en place de toute façon un processus déjà de vérification du gel, avoir une idée plus précise de l'état réel du programme nucléaire nord-coréen, du nombre de missiles, de la quantité de combustible irradié dont il propose. Je pense que tout ça, ça va être un processus que l'AIEA va être chargé de mettre en place. Et l'AIEA s'est félicité. S'est félicité d'ailleurs de cette réduction des tensions, d'un certain retour à la normale, et se dit prête d'ailleurs à intervenir dans le processus. Mais ça va être de toute façon très long. Alors, est-ce que Kim Jong-un va réussir à faire traîner cette affaire 3 années, c'est-à-dire la fin du mandat de Donald Trump? J'entends beaucoup d'analyses à ce sujet. Est-ce que c'est vraiment l'arrière-pensée du Pourquoi enjamber ce président? Quel serait l'objectif? Eh bien, pour parvenir peut-être à trouver un président plus accommodant qui accepterait un processus que je qualifierais d'assez rapidement à l'iranienne, c'est-à-dire un gel encadré du programme nucléaire. Et bien sûr, qui ne serait plus militaire, du coup. Qui ne serait plus militaire. Déjà un retour en arrière. Une levée... Ce qui n'était pas le cas de l'Iran. Absolument. Une levée des sanctions. Oui, effectivement, la Corée du Nord est beaucoup plus avancée. Mais on gèlerait une puissance nucléaire. Oui, on gèlerait une puissance nucléaire. C'est à la différence de l'Iran qui n'a jamais testé la bombe atomique. Les Nord-Coréens ont tout pour, enfin, ils ont une véritable capacité nucléaire. Donc ce serait un succès quelque part, objectivement. Et je pense que la Chine s'en contenterait quelque part, la communauté internationale aussi, puisqu'au fond on aurait un résultat concret. On pourrait se féliciter au moins de Donald cela, Trump, à minima. peut-être. Et lui-même aurait d'enfin un résultat, un accomplissement sur la Sainte-Anne. On rêve un peu peut-être. Dans la position où il est actuellement, ça serait très très difficile de tirer la couverture vers lui. Je pense qu'après avoir menacé la Corée du Nord d'être réduite en cendres, je vois pas trop comment... Lui, il voit en tout cas le succès de sa stratégie. La stratégie de la crainte des sanctions et de l'irrationnel. Chacun voit midi à sa porte. Les Sud-Coréens voient ça comme une initiative de la part de la Corée du Sud, ce qui à mon sens ne fait pas tellement sens. Les Nord-Coréens sont à mon sens les véritables horlogers derrière ces séquences diplomatiques. Les Chinois ont expliqué qu'ils se réjouissaient, qu'ils encourageaient. Pour vous, c'est avant tout un succès des Coréens eux-mêmes, Nord et Sud. C'est un succès des Nord-Coréens plus que des Sud-Coréens, à mon sens. Oui, sur le fond, oui, tout à fait d'accord. Ce qui est plutôt satisfaisant. C'est l'évidence. Objectivement, les deux Corées se sont lancées dans un processus d'une accélération des choses vers un apaisement, et aujourd'hui on en est là. Et nous Français, on peut peut-être aussi, pour tirer la couverture à nous, et voir le succès de l'esprit de Coubertin avec les Jeux. Pourquoi pas. La trêve olympique se poursuit. Ce sera l'occasion de conclure. En tout cas, ce débat sur une forme peut-être un peu plus humoristique. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Merci Marianne Perrondoise. Merci également à Théo Clément et à Dorian Malovic d'avoir accepté de débattre. Restez avec nous à suivre dans un instant un nouveau journal sur France 24.